Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Salut, bonjour Tony Bonjour. Stanguet. Comment tu vas ? Je vais super bien, je suis content d'être avec toi. Écoute, ravi de te retrouver après cet été quand même assez exceptionnel, assez historique. C'est chouette de pouvoir se replonger un petit peu dans tous ces bons moments. Tu avais le final cut. Est-ce que sur cette cérémonie, par exemple, sur la cérémonie, est-ce qu'il y a un moment ou un autre, tu as pu dire non ou oui, ou est-ce que tu as laissé vraiment ton équipe très libre ? Oui, bien sûr. T'as dit un non quelque part ? Bien sûr, non, mais c'était mon rôle aussi en tant que président de l'organisation de valider des décisions, que ce soit pour les compétitions sportives ou pour les cérémonies. Donc oui, Thomas Joly et Thierry Reboul venaient me présenter très régulièrement et de plus en plus régulièrement sur les derniers mois l'avancement de leur projet. Globalement, j'ai quasiment jamais dit non. Parce que je pense qu'on a eu la chance d'être tombé sur un casting des stars. exceptionnel, des gens qui avaient cette responsabilité de ce moment, du défi et la tête sur les épaules, parce que je peux vous dire que ça a été très complexe et qu'il a fallu s'accrocher. Plein de fois, on est tombé face à des impasses où on a été obligé de se rendre compte que ça ne marchait pas, donc il fallait trouver d'autres solutions, de repenser un tableau, entre la version initiale et la version finale, là aussi, il y a eu des centaines de versions, d'échanges. Mais Thomas Joly et Thierry Reboul, franchement, chapeau, parce que la pression était, je pense, au plus haut. Et à la fin, le résultat, il est exceptionnel. Les qualités indispensables d'un athlète, aujourd'hui, quelles sont ces qualités-là que tu penses être nécessaires, obligatoires, quand toi, tu as des athlètes qui viennent te voir, ou justement des jeunes qui disent « c'est ça que j'ai envie d'être, de quel que soit le sport ». C'est quoi la qualité numéro 1 pour toi qui t'en as pas connu un autre, tu connais tous les athlètes de la Terre aujourd'hui, tu dis il y a une qualité similaire à nous tous et nous toutes, c'est celle-là, c'est quoi ? C'est tellement dur. C'est tellement dur. Moi j'ai l'impression que les athlètes qui réussissent sont ceux qui arrivent à s'affranchir un peu des autres et à rester centrés sur eux et à exprimer le meilleur d'eux. On a tendance à vouloir entrer dans des cases, à vouloir se comparer aux autres, à vouloir s'identifier à ce que les quelques champions arrivent à faire. Moi, je pense que ce qui a fait ma force, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne ferai pas ce que mon frère est capable de faire. Mon frère est plus fort que moi. Si je le copie, je n'arriverai jamais à le battre. La copie, elle est rarement meilleure que l'original. Et donc, l'athlète de très haut niveau, il doit à un moment donné prendre un peu son envol et dire « Ok, maintenant, j'avais des mentors, j'avais des modèles, j'avais des inspirations. Et je dois les dépasser. Maintenant, je dois un peu prendre de la distance par rapport à ça et faire ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi j'ai cette conviction profonde que je peux gagner en faisant du Tony Estanguet, par exemple, ou du Teddy Riner. » Mais est-ce que toi, tu penses que tu as quand même t'as travaillé plus que les autres ou pas ? Ou pas non, plus. Je crois pas. Je crois pas, mais je pense que ce qui est difficile quand on est athlète, c'est qu'on a tout nous pousse au quotidien à se comparer en permanence aux autres. Donc toi, tu penses que tu arrêtes de cette comparaison. Et il y a un moment donné, la comparaison, elle est utile, parce que la stimulation, la confrontation, c'est très important. Quand on est un athlète de haut niveau, il faut se confronter, il faut être le meilleur. Et pour ça, on est obligé de un peu se comparer aux autres. Mais il y a un moment donné où il faut sortir des modèles de performance de ce que les entraîneurs ou les autres font pour dire, voilà, moi je pense que c'est comme ça que je dois être le meilleur. Et je pense que cette autonomie-là, elle prend du temps à arriver, mais je pense que les quelques athlètes qui arrivent à faire la différence comprennent à un moment donné que c'est comme ça qu'ils vont être meilleurs. Toi, quand tu étais jeune, on t'a souvent dit, rêve pas, Tony, ou champion olympique, c'est trop pour toi. On a justement été plutôt positif, on t'a plutôt mis, c'est faisable. Tu sais que beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, dès le très jeune âge, on dit, mais ne rêve pas, c'est impossible. Toi, moi, et tu sais, ici, c'est un peu le... Ouais, c'est tabou. La réussite, elle est tabou. Ça dérange un peu quand un athlète est très ambitieux. On a l'impression qu'il a le melon, qu'il est prétentieux et tout de suite, ça peut nuire un peu à la confiance. Donc, moi, non, ça m'est jamais arrivé parce que je sentais bien que c'était tabou de parler de ça. Et moi, le premier, j'avais pas envie de partager mon rêve intime, qui était de tout gagner,
avec les autres, parce que j'avais pas envie d'être jugé comme, allez, celui-là, il se la raconte, il se prend pour un autre. Donc oui, c'est dur un peu de temps en temps d'être confronté à ça. Et ce que je dis souvent aux jeunes, c'est au fond de vous, avec vous-même, soyez les plus honnêtes possibles. Si vous voulez vraiment être les meilleurs, vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits, parce que ça peut déranger, ça peut être mal compris. Mais au fond de vous, il faut l'assumer, par contre, très fort. Et il ne faut pas s'en cacher. Il faut vraiment se donner les moyens de vouloir bouffer la concurrence, parce que je crois que malheureusement, c'est assez impitoyable. Et oui, pour gagner, il faut de l'ego, il faut vouloir être le meilleur. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. En 2019, tu me disais ça dans ce podcast que je conseille à tout le monde d'écouter. Tu me dis, je ne sais pas comment je vais me remettre de tout cela. C'est ta phrase texto. Je te pose la question, qu'est-ce que tu feras en octobre? Je n'ai pas dit novembre 2024. J'ai dit, qu'est-ce que tu feras en octobre 2024? C'était 5 ans. Et tu me dis ça. Je ne sais pas comment je vais me remettre de tout ça. Ah, c'est quoi la réponse aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt, je crois. On est encore dans le dur. Non, c'est difficile quand même, parce que pour moi, c'est un vrai chapitre 10 ans de ta vie. Incroyable de ma vie. J'ai vécu des choses absolument exceptionnelles que j'avais pas du tout imaginé un jour que je pourrais vivre. J'ai adoré, on a parlé de tous les avantages, les inconvénients, tout ça a été quand même, ça m'a permis de vivre intensément ces 10 dernières années. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. 1000 fois. Même si aujourd'hui, je sais pas comment je vais rebondir. Peut-être que pour la première fois dans ma vie, je vais m'octroyer une pause. Une dernière pause amicale, on l'écoute. Une personne avec qui tu as passé beaucoup de temps qui va te poser cette question. Cher Tony, après ces jeux absolument extraordinaires, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, pile, au moment où la dernière cérémonie s'est terminée et où le stade s'est vidé? Dis-le, parce que je pense que ce moment-là, on a tous envie de le connaître. Je t'embrasse. Donc c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec qui tu as passé beaucoup de temps. Ouais, bah déjà, c'est vrai qu'on a vécu là, avec elle aussi des moments où on s'est mis au défi ensemble de relever. On ne se connaissait pas quand on est arrivé dans cette aventure. Enfin, moi, quand je suis arrivé dans cette aventure, je ne la connaissais pas. Et on a dû apprendre à se connaître. Et on est passé par plusieurs phases. Des hautes et des plus basses, c'est des moments forts, des moments difficiles, de challenge aussi, parce qu'on était sous pression, elle comme moi, et on avait beaucoup à gagner, mais beaucoup à perdre aussi, et on voulait tous les deux réussir, je pense. Et voilà, moi, ce que je lui dois, c'est d'avoir accepté de travailler avec moi. Elle aurait pu ne pas se retrouver en moi et se dire c'est trop risqué, il a pas assez d'expérience, ceci, cela, je sais pas quoi. Au final, on a réussi à relever ce défi, et moi j'ai beaucoup appris quand même au contact, parce qu'elle est... Quel charisme. Ouais. Elle a beaucoup de charisme et elle est très engagée dans sa vision. Et quand on respecte ça, et on n'a pas toujours été d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu des moments où il a fallu, encore une fois, négocier dur pour préserver ce qui, pour moi, était très important. Mais j'ai adoré finalement ces 10 dernières années à ces contacts, parce que on est passé par toutes les émotions. Et effectivement, je me souviens de ce moment à la cérémonie de clôture où on s'est croisés. Et on était, je crois, tous les deux très émus. Moi, j'étais libéré, en fait. Ce que j'ai d'abord ressenti, c'est le sentiment, ça y est, quoi. On l'a fait. On l'a délivré. On a réussi. Jusque-là, je m'interdisais de le penser. Cette dernière cérémonie, cette fête dans le Stade de France, sous la pluie, comme la cérémonie d'ouverture... mais cette magie d'avoir ces 10 dernières années qui remontent, toutes ces images, cette émotion de voir les gens heureux, fiers, d'avoir montré que ce pays est capable de tout, que notre équipe a su tirer son épingle du jeu et réussir ces jeux. Donc il y avait peut-être pour la première fois une vraie libération, la fierté. Moi j'ai toujours eu du mal avec ce sentiment-là.
Et je me suis forcé à le mettre dans mes discours parce que c'est un mot avec lequel j'ai toujours un peu d'appréhension à utiliser. Mais il y avait quand même de la fierté ce soir-là, de se dire waouh, on l'a fait quoi. Je vais juste terminer par un autre moment que j'aurais aimé que tu lises parce que je trouve que c'est très beau ce que vous avez écrit et ce que tu as dit. Tu peux me lire ça? Tu vas voir où c'est, puisque... Paris 2024 était le défi de ma vie, le plus grand, le plus beau, le plus collectif. Et conduire une telle équipe de France a été un immense honneur. Continuons d'essayer, continuons d'échouer, de se relever, continuons de faire, continuons d'y croire et surtout continuons d'oser. Ouais, c'est la fin ça. C'est dur ça. Quand je te regardais, je me suis dit, à quel moment il s'écroule quoi. Ouais, en même temps, c'est la première fois que je parle de moi. Ouais. C'est t'as dit je. C'est le défi de ma vie, le plus grand, le plus beau, le plus collectif. C'est le seul discours où j'ai parlé un petit peu de moi. Ouais, j'ai hésité. Et en même temps, j'ai reçu déjà beaucoup de témoignages extrêmement forts. Et j'avais besoin de dire que j'ai été très honoré d'être le capitaine de cette équipe et d'assumer cette responsabilité. J'ai adoré, vraiment. Donc j'avais besoin de le dire et que les gens l'entendent. Et j'avais aussi envie de ne pas terminer là-dessus et donc de rajouter derrière autre chose sur le principal enseignement finalement de ce succès. C'est continuons d'oser. Ouais. On a osé. On a osé nous s'engager, on a osé prendre des risques, on a osé montrer l'audace de ce pays pour faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, ni en France, ni à l'international. Et je crois que la France est capable de tout. Enfin, on a les meilleurs, quoi. Donc, arrêtons de temps en temps de nous autoconvaincre qu'on est capable de rien, alors qu'on est capable de tout. Et ce pays a montré qu'il était capable de tout. Donc, j'avais quand même envie de réouvrir sur un message qui n'était pas sur moi. Et qui vraiment, moi, m'a bluffé. Voilà, j'ai fait des rencontres sur ces 10 dernières années de gens d'une compétence exceptionnelle, un super état d'esprit. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens positifs, il y a des gens talentueux. Et on leur doit beaucoup. Donc, voilà, ouais, j'avais envie de dire, voilà, il faut continuer d'y croire et de faire. Bonjour Thierry Reboul. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Quand tu as créé ça avec Thomas Joly, t'imaginais certaines violences de ces commentaires ou pas du tout? Tu disais, je sais les gars, vous savez quoi? Allez-y, on est prêt. Écoute, là je crois qu'en plus, enfin, je sais pas ce qu'on va se dire aujourd'hui, tout ça, mais pour moi on est au cœur du sujet, de ce qu'on a voulu faire. Il y a une manière très... spectaculaire de voir cette cérémonie, et elle l'était, et de dire j'ai adoré Gojira, j'ai adoré Lady Gaga. Moi ça m'amuse parce que à chaque fois les gens ont leur propre sensibilité, ont aimé un peu plus ceci, un peu moins cela. Très bien. Mais je crois que la chose la plus fondamentale de ce qu'on a essayé de faire avec Thomas, et pour être plus précis, de ce que Thomas a voulu faire, de ce que moi j'ai vu qu'il voulait faire dès le début et de ce sur quoi je me suis mis à 100% à son service parce que j'étais 100% convaincu qu'il avait raison et sur lequel on a fait corps tous les deux, était quelque chose, je crois, d'infiniment plus profond. Et ça consistait à dire que il y avait deux manières de faire une cérémonie, ce type de cérémonie. Il y avait une manière consensuelle. En clair, je fais 3 tableaux, je fais 12 tableaux, j'en fais 40, je moyenne tout pour éviter justement ce type de remarques, ce type de réaction, et je fais une histoire sans trop de problèmes que tout le monde va aimer. Digérer correctement. Voilà, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'était de dire, au travers de ces 12 ou 13 tableaux, voilà, on va vous raconter ce que c'est que la France. Et la France, c'est pas quelque chose de consensuel. C'est pas quelque chose de moyenné. C'est à la fois d'immenses succès et d'immenses défaites. Mais c'est des valeurs. Et c'est des valeurs que on ne clame plus suffisamment à notre goût. Et on va les rappeler ce soir. Et à partir du moment où on va les rappeler, on va toutes leur donner une personnalité, un angle, une ambition. Et peut-être
que dans ces valeurs, il y aura 3 grammes d'insolence, d'impertinence, des choses qui vont déranger, mais c'est ça la France. Et donc, depuis le début, moi je vois, au premier jour, où est-ce qu'il veut aller, je suis absolument convaincu qu'il a raison, qu'on va dire des choses, que tout ne va pas plaire, mais qu'à la fin, eh bien, les gens qui auront aimé tel élément, moins aimé tel autre élément, auront une impression générale que c'est ça la France auquel ils appartiennent. Et que c'est une France dans laquelle tout le monde ne pense pas la même chose, mais qui peut se retrouver autour d'un certain nombre de choses dont aucune n'est tiède. Parce que rien de ce qu'on a essayé de faire n'est tiède, et c'est totalement volontaire. Une question par rapport à ça, toi, est-ce que dans ces tableaux-là, il y a quelque chose que vous avez décidé de ne pas faire, finalement? Je ne parle pas du sujet de la pluie, des choses qui n'ont pas pu être faites. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit, non, soit on n'a pas forcément l'artiste qui va être adapté à ça, on ne va pas le faire? Plein de fois. Plein de fois? Plein de fois, soit parce qu'on n'avait pas l'artiste qu'on voulait pour dire ça, soit parce que ce qu'on voulait dire là, la réflexion avec Thomas nous amène à dire que c'est peut-être pas la bonne manière de le faire. Comme tu le sais, il y avait toute une équipe autour, aussi d'auteurs, d'autrices qui proposaient un certain nombre de choses qui étaient acceptées ou non acceptées, mais on gardait toujours, et Thomas le premier, cette volonté que je viens de t'expliquer en tête, en disant on va dire des choses, on va donner des angles, on va être tout sauf tiède, mais on ne passera pas le cap de une provocation une provocation gratuite. Donc, à partir du moment où ça avait du sens, on était très clair sur le fait qu'il fallait y aller. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est que tout le monde, dans toute la diversité de ce pays, à un moment ou un autre de cette cérémonie, puisse trouver quelque chose qui lui ressemble. Et quand on fait chanter du métal, on aime ou on n'aime pas, c'est politique, dans le bon sens du terme. Quand on fait parler, quand on met une femme à barbe, c'est politique dans le bon sens du terme. Ça veut juste dire, qui que vous soyez, la France est un pays qui a fait sa grandeur par l'acceptation des différences de chacun. Et c'est ces différences qu'on veut rappeler, et du fait que c'est ces différences qui, quand elles s'additionnent, font la grandeur d'un pays. Et à ce moment-là, depuis un bon moment, on a le sentiment que ce pays l'oublie et on veut le rappeler. Dans ces tableaux, il y en a un qui te parle plus, toi. Toi qui, c'est comme, c'est comme quand on pose la question, lesquels de tes enfants tu préfères, c'est pas forcément évident. Pour les mêmes raisons que tout ce que je viens d'expliquer, et parce que pour moi c'est l'élément de fond, parce que encore une fois, moi je reste, aujourd'hui s'il me reste une chose, si je suis aujourd'hui éternellement reconnaissant à Thomas et de ce qu'on a fait ensemble, et de ce qu'il a apporté, et de ce dont je veux aujourd'hui m'inspirer pour le reste de ce qui me reste à faire, c'est que vraiment ce discours de tolérance et de diversité, je ne veux plus le lâcher. Et si à ce moment-là, on reste sur cet élément de fond, en dehors de j'ai préféré la beauté de ceci ou l'esthétique de cela, moi, par exemple, en pure esthétique, j'ai adoré Gojira parce que je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable et j'ai tout aimé dans ce tableau. Mais si je dois aujourd'hui dire, il y a un tableau qui représente beaucoup plus tout ça que de ce qu'on a voulu faire le plus fort sur le sens, c'est objectivement pour moi celui d'Aya. Celui d'Aya qui sort de cet Institut de France, temple du classicisme, qui chante Pouki et Dja, dont on sait que les semaines d'avant, comme on l'a rappelé là, ont généré son flot de commentaires, retrouve la garde républicaine, autre temple du classicisme, et qu'à la fin, ce classicisme se mélange avec la modernité, c'est ça un pays. C'est ça un pays qui reste vivant, et je pense que le message de ce tableau-là, il emporte presque tout. Il y en a d'autres qui me plaisent, y compris sur les messages, mais quand on mélange tout ça, c'est objectivement, je pense, celui qui est le plus important en tout cas. Céline Dion, elle hésite, parce que là il pleut depuis maintenant 3 heures, des grosses pluies comme il y en a rarement. Elle hésite, son entourage hésite, comment ça se passe à ce moment-là? Elle n'hésite pas, mais son entourage hésite. Et pour moi, c'est un moment charnière.
parce que c'est des discussions qu'on a plutôt au début, dès le début de la cérémonie, hein, cet élément remonte. Et moi, je sais que si la bosse, entre guillemets, craque, je me retrouve en situation de faiblesse vis-à-vis de l'ensemble des artistes. Alors qu'à l'inverse, si elle montre l'exemple, vraisemblablement, on se retrouve en position pour que tout le monde suive le mouvement. Donc oui, l'entourage, et on peut le comprendre, hésite, puisqu'ils sont là pour protéger, bien évidemment, leur artiste, et nous suggère là encore, plutôt la faire chanter depuis le Trocadéro. Et c'est elle, et ça, il faudra un jour lui rendre cet hommage-là tout à fait officiellement, mais c'est elle qui dit, moi les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il est hors de question que je ne chante pas depuis la Tour Eiffel. Il peut pleuvoir, ça peut être la tempête, etc. J'y serai et je chanterai. Et ça, forcément, ça se sert, radio, cérémonie, bon, puis en plus, on se prive pas pour montrer l'exemple, mais et pour le dire, mais voilà, et c'est immédiatement, ça crée un vent d'enthousiasme chez partout, chez les danseurs, ça crée, et là, ils y vont tous, et c'est sans doute un des points de bascule, ouais. Bonjour Mathieu Le Hanner. Bonjour Alexandre. Comment tu vas? Bien, c'est une drôle de période. C'est une drôle de période parce que ça a été tellement intense il y a quelques semaines ou mois, je sais déjà plus très bien d'ailleurs, que là il faut à la fois reprendre sur tout un tas de choses, mais je suis encore un peu en l'air. Donc c'est une petite mort. C'est peut-être une petite mort, c'est un petit postpartum, c'est un petit, je sais pas. Il est dur le postpartum, il faut être dur. Si c'est que tes idées, à qui tu vas les présenter ces idées? T'as un comité chez toi qui dit non, Mathieu, cette fois-ci c'est très bien, c'est moins bien. Comment tu fais alors que t'en es le patron et la tête pensante? En fait, je vais... alors si, je fais une chose, là, spécifiquement, ce que je fais jamais, c'est que je fais une sorte de alors pour le coup, un brainstorming avec mon équipe, où moi je participe pas d'ailleurs, par timidité, et je les fais réfléchir pendant une semaine sur, je crois, la torche olympique uniquement. Et donc, mais il y a à la fois les personnes de l'administration, les personnes de la compta, les personnes, toutes les personnes, ouais, absolument. Chacun avec ses outils devant, prendre la parole et commencer à évoquer des idées. Et donc, il y a les premières choses qui sortent. À la fin, je sais pas s'il reste des choses dans l'idée finale, mais peu importe. Mais déjà, ça met tout le monde dans cette aventure qui est évidemment un peu extraordinaire. Et ensuite, effectivement, c'est assez solitaire, et vous jouez avec des idées, et vous dormez un peu avec, et le lendemain, vous voyez lesquelles tiennent encore un peu la route, lesquelles ont déjà disparu d'elles-mêmes. Et puis, voilà, jour après jour, c'est comme ça qu'une idée, en tout cas pour moi, se construit. Et donc, les premières personnes à qui je vais à un moment les soumettre, alors une fois que je suis un peu sûr qu'elles sont pas trop mauvaises, ça va être mon équipe, pour commencer à transformer une idée, parfois un bout de dessin, mais parfois c'est que des mots d'ailleurs, pour commencer à en faire des premières images, pour voir si, lorsque la chose commence à ne plus m'appartenir et que je la regarde avec du coup un peu plus d'objectivité, est-ce qu'elle me semble bien ou pas? Et donc, dans le bien ou pas, c'est la beauté d'un produit, c'est l'utilité du produit, ça répond bien à l'appel d'offres, parce que l'appel d'offres était très concret. Dans ce qu'on t'a apporté. La beauté, c'est éventuellement un outil, c'est éventuellement un moyen, c'est jamais le fin mot de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'était vrai pour la torche, ça l'est peut-être encore plus pour la vasque olympique, c'est qu'est-ce que je veux produire, mais dans le sens d'une personne qui va voir la chose, ou qui va porter la chose, ou qui va venir au bord du jardin des Tuileries voir l'envolée. Qu'est-ce que je veux qu'il se produise dans sa tête, dans son cœur, dans ses poils, dans ses souvenirs. Et souvent d'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que je veux qu'il raconte le soir, quand il rentre chez lui, ou qu'elle rentre chez elle, ses enfants, ses amis, ses cousins. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu le relais olympique. Ah bon, t'as vu le relais olympique? Et ouais, j'ai vu la flamme olympique et la torche. Et on sait tous qu'à ce moment-là, la personne, qui que ce soit, ne va pas décrire la torche. Parce que il y a une courbe ici, une courbe là, ici c'est droit, c'est impossible. Donc, il y a des mots qui vont passer en disant « Ah, elle m'a plu parce qu'elle est assez simple, parce qu'elle est assez pure, parce que elle est un peu précieuse, mais à la fois elle est abordable. » Voilà. Donc, j'essaie de penser l'objet
à travers ce que je voudrais que les gens en gardent ou en transmettent. Donc là, on se retrouve à la fin du premier mois, première semaine équipe, tu travailles dessus. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu remets tes premières idées à la fin de ce mois-ci. Ouais. Donc là, de 12, vous passez à... Comment ça? Raconte-nous. Et alors je repense à une question que tu posais, à qui je le partage. Je pense à la vasque olympique. Vasque olympique, donc on a travaillé d'abord sur la torche. On commence à dessiner la torche, on se dit c'est bon, on tient quelque chose. Et bon, maintenant il faut commencer à bosser sur la vasque. Et je commence à jouer avec cette idée d'une vasque volante. Voilà, je vois que ce soit une chose légère, visible de partout, etc. Et la personne de mon équipe qui travaillait sur le projet, à un moment, je viens dans mon bureau et il me dit, bon, bah là, Mathieu, il nous reste 10 jours quand même pour avoir l'idée de la vasque, commencer à faire une image, un montage, etc. Est-ce que vous avez une idée, Mathieu? Il y en a qui me vous voient, qui me tutoient dans l'équipe. C'est sympa, mixé, ça. Voilà. Et je lui dis, je pense à une montgolfière. Et il dit, ouais, non mais d'accord, mais sans blague. Sans blague. Il te dit sans blague? Ouais, sans blague. Il dit, non mais d'accord, mais non, sans rigoler. Maître sans rigoler Yoda, parce que, sans voilà, blague. sans rigoler, ça. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc, regarde. Donc au début, Donc typiquement sur cette idée-là... Cette idée, elle vient de toi. Oui, absolument. Mais ce qui m'est renvoyé par le membre de mon équipe, qui est un designer, dit, ok, c'est marrant, mais bon, maintenant, faut pas rigoler, parce que il y en c'est a 10 jours, quoi. Paris 2024 et il y en a que 10 jours, quoi. Et en fait, je vois que, voilà, qui commence à faire sienne cette idée, il s'est dit, ah ouais, d'accord, effectivement, pourquoi pas, on va commencer à faire des images, on va regarder ce que ça donne, etc. Et donc... Tu l'as imaginé où, au départ? Je l'ai pas imaginé. Tu l'as pas imaginé? En fait, non, j'ai Quand pas tu mets les imaginé premiers plans, tu la mets quelque part? Je la mets dans le ciel. Tu la mets dans le ciel. Je la mets dans le ciel. Mais pas au-dessus du stade olympique ou... Je la mets au-dessus du ciel de Paris. Et c'est là que je vois et que mon équipe voit que... Donc on se met dans la nuit parisienne, donc on prend une image et on commence à placer l'objet dans le ciel de Paris. Et donc, dans l'image, on a la tour Eiffel qui scintille sur la droite, on a la nef du Grand Palais tout illuminée sur la gauche, et on a ce truc, ce machin qui flotte dans le ciel de Paris, qui est illuminé aussi par la flamme. Et on se dit, mais il y a une évidence, quoi. On parle même pas de l'histoire, des vols habités, etc. Mais en fait, l'objet, il est fait pour être ici, où Paris est fait pour avoir un objet comme celui-là. Donc on se dit, bon, il y a un truc qui marche. Et donc ensuite je soumets le projet, et puis on m'invite à le présenter devant un jury, donc le jury de Paris 2024, où il y a, je sais plus, 15-20 personnes qui sont là, Thierry Reboul qui est là. Thierry Reboul, donc, qui est le responsable justement de Joachim, et qui est responsable de tous ces sujets des cérémonies, du design, de la marque. Exactement. Et il y a des personnes de chez ArcelorMittal, dont j'apprends ce jour-là, qui seront partenaires de la torche olympique. Donc, toutes ces personnes qui sont là, et donc vous êtes tout seul avec vos petits bras, et en train d'essayer d'expliquer ou de défendre ce que vous voulez défendre. Et je voyais bien qu'il y avait une sorte de... Je suis sorti du rendez-vous, c'était pas un rendez-vous, c'était vraiment c'était un jury, quoi. Ouais. On n'emmène pas large, hein. Mais t'as mis ta il y avait un vrai enthousiasme. T'as mis ta cravate ou pas? Non. J'aurais eu l'air con si j'étais venu en cravate, parce que c'était pas trop l'esprit de la maison là-bas. Mais non, vous arrivez. Tu dois plaire. Ouais, plaire, et puis pas faire le guignol, Ouais, et puis c'est des enjeux importants, et tout le monde passe du temps, c'est pas rien. Et c'est essentiel pour les Jeux Olympiques. Exactement. La torche et la vasque sont des choses essentielles. Dans l'image, en plus, pour Paris 2024, c'était un sujet essentiel de montrer qu'on pouvait faire les choses différemment. Et puis la première chose que je découvre, c'est que donc vous attendez dans une sorte de salle d'attente, on vous ouvre la porte, rentrez, voilà, et quelques jours ou semaines avant, vous avez envoyé le dossier et le projet en images par mail et machin. Donc ils ont déjà tout quand vous rentrez dans la salle. Et là, j'ai fait quelques jurys dans ma vie. Je vois une sorte d'accueil, de chaleur que j'avais jamais vu. Jamais vu. D'habitude, un jury surjoue le formel. Ouais. C'est très froid, volontairement très froid, cravate et compagnie, Mais je peux comprendre l'idée, c'est qu'il faut que personne ne préempte ce qu'il peut lui aimer personnellement, parce qu'ensuite il va y avoir une discussion collégiale, j'imagine, entre les membres du jury. Donc chacun est en général assez mutique, très froid, ne voulant laisser passer aucune émotion. Bien sûr. Là, rentrez Monsieur le Hanner, les gens se lèvent, serrent la main très chaleureusement, je pense qu'il en fait pour tout le monde, mais disons, voilà, on est très content de vous voir, on a plein de questions à vous poser.
Et je me souviens, je leur dis, mais j'espère que c'est pour une question positive. Ah, on est hyper excités par le truc. Ça met bien, ça détend. Donc il y avait une vraie envie, une vraie excitation chez eux. Et puis j'avais pris quand même un petit risque, calculé, mais je le fais toujours comme ça, c'est que je venais avec une seule proposition de torche et une seule proposition de vasque. On avait le droit, légalement, de proposer 5 torches, 10 vasques. Voilà. Statistiquement, on peut se dire, proposer 10 vasques, on maximise ses chances. Moi, je le fais jamais, parce que d'abord parce que je mets tout, une fois qu'il y a une idée qui émerge, je mets tout dans celle-là. Et puis, je trouverais ça absurde de proposer des choses qui vont elles-mêmes se concurrencer. Donc tu fais table. Ouais, tu mets tout à la table, tu fais banco. On y va. Et il me pose la question, et vous avez d'autres projets à nous présenter? Non. J'espère qu'il va plaire celui-là. J'ai que celui-là, je suis désolé. Quand tu sors, tu sens aussi, tu vois des sourires, tu vois à un moment où... Oui, tu sors, t'es optimiste, t'es mesuré mais optimiste. Je suis très optimiste et je suis très heureux du moment parce qu'encore une fois, c'était un super bon moment. Après, je les ai jamais rencontrés, donc peut-être qu'ils sont humainement comme ça avec tout le monde. Qu'ils sont techniques un peu d'ingénieur où tu dis tu n'as pas forcément les réponses. Grave parce que ils me disent est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous voulez l'installer dans Paris? Je lui dis, écoutez, non, non. Alors, je leur dis pas qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais c'est un peu vrai. Mais non, donc je l'ai placé au centre de Paris, bien sûr, mais précisément, je sais pas. Et puis, ils me disent, bon, alors, c'est très beau cette idée d'une flamme olympique qui va monter, alors vous me dites, à 60, 70 mètres de hauteur. C'est très bien. Comment vous envisagez la flamme? La flamme, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir des sortes de conduits, de tuyaux qui vont emmener le gaz à 60 mètres de hauteur. Mais voilà, je leur dis, et sans doute, il est un peu trop tôt là pour moi avoir les réponses techniques. Mais je vois bien que ma réponse, elle est vraiment très limite, très candide, naïve. Très conne, disons-le. Et donc là, Thierry Reboul, le responsable des cérémonies et de la création à Paris 2024, dit oui, enfin bon, amener une flamme au gaz à 60 mètres de hauteur au-dessus du ciel de Paris, bon, vous avez du culot, monsieur Le Hanner. Donc, c'est un moment où effectivement vous amenez une idée. Tu es sur la brèche là. À ce moment-là, tu sais t'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais je vois que dans leurs yeux, c'est pas si grave. Ouais. Voilà. Je vois que c'est pas rédhibitoire. Je vois qu'il n'y a pas une sorte d'effondrement de l'enthousiasme et j'apprendrai en fait après que ils avaient déjà peut-être une petite idée comment la flamme pourrait exister dans ce projet-là. Ils avaient travaillé un peu en amont. Donc là, qu'est-ce qui se passe après? Donc de ce jury, tu as une finale. La jury a décidé que c'était toi directement. Exactement. Et ensuite, il me passe un coup de téléphone quelques semaines après en disant Mathieu Le Hanner, on a la grande joie de vous annoncer que c'est avec vous qu'on va partir. Qui t'appelle? C'est Thierry Reboul. Thierry. Et il me dit voilà, pour dessiner la torche olympique, le chaudron du relais et la vasque olympique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, dans ton cœur, Tu le sentais arriver? Tu avais entendu quelques bruits de petites souris? Non, pas vraiment. La première chose que je lui demande, c'est mais pourquoi moi? Je suis très heureux, merci infiniment, bien sûr, mais je sais pas quoi vous dire, mais pourquoi moi? Et il me dit, alors, on a adoré la torche olympique pour toutes les valeurs qu'elle véhiculait, cette idée d'égalité, l'idée de l'eau, etc. Ça correspond à beaucoup de choses qu'on cherchait sans le trouver. Mais franchement, devois-moi la vasque. Quelle vasque! Voilà. Bonjour, Zaya Ziwani. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci Alexandre, merci beaucoup et merci de ton invitation. Ce qui est génial aussi, c'est que 9 ans après notre première rencontre, je te retrouve indirectement. Je suis tranquillement dans ce magnifique stade. Et là, on démarre sur une Marseillaise exceptionnelle, un moment suspendu. Tous ceux qui ont écouté ou regardé cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, il y a eu Zaya qui était là, la maestro, la chef d'orchestre, avec ton orchestre, Divertimento, qui était là, et tu nous as dirigé une Marseillaise de dingue.
Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est un super moment, même si je l'ai vécu comme un super moment le jour J. Pour moi, c'était en fait surtout l'aboutissement aussi d'un long cheminement, parce que c'est vrai qu'on a travaillé ensemble dans ce comité sport et société. Et pour moi, c'est important par aussi mon engagement, d'être impliqué dans la construction de ces Jeux Olympiques de Paris. Mais je savais qu'à un moment donné aussi, ça serait une grande fête et qu'il fallait qu'artistiquement, on puisse aussi vivre ce moment. Et je trouve que la singularité aussi de ces Jeux Paris 2024, c'est que la culture a été très présente, que ce soit d'ailleurs dans les lieux patrimoniaux où se sont déroulés les épreuves, mais aussi sur la place de la culture. Et je trouve que c'est aussi une forte singularité, identité de la France. Et je m'étais dit, moi, il faut que aussi on y soit, et notamment sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, où nous, on est présents depuis 25 ans avec Divertimento. Ce qui est assez rare, on en parlera rapidement, une femme chef d'orchestre, une chef maestro. Moi, j'en ai pas vu quand même énormément dans mon existence, peut-être une ou deux, mais enfin, c'est quoi? C'est 5% des chefs d'orchestre aujourd'hui sont sont des femmes? En effet, dans les dernières études qui ont été faites par la SACD, il y a un pourcentage de 4% des chefs d'orchestre qui sont des femmes. Donc, on est encore dans un pourcentage qui est quand même très, très faible et qui montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans notre univers. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.